sur le transgénérationnel. Le titre, c'est « Visiter notre passé pour transformer notre futur ». Donc, c'est un webinaire qui est enregistré. Donc, si vous devez quitter, vous aurez le replay, on l'enverra à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Odine Puzel-Bernard. Je suis thérapeute en énergétique, coach et formatrice. Voilà. Et j'ai eu la joie de découvrir Véronique il y a 2 ans dans un stage en harmonisation énergétique. Et de côté, moi, je suis passionnée par le transgénérationnel et Véronique est une spécialiste. Donc, on a eu l'idée de faire ce webinaire de façon à pouvoir apporter ces différentes notions et en discuter avec un public plus large. Voilà. Voilà, alors moi, je suis Véronique Marchizet, je suis psychologue clinicienne depuis pratiquement 20 ans et psychanalyste. Donc, j'ai fait ma propre psychanalyse et après, voilà, j'ai suivi tout le cursus. Je suis aussi hypnothérapeute parce qu'à un moment donné, j'ai été très intéressée par l'hypnose et je m'en sers dans mon travail. Le transgénérationnel, c'est quelque chose que j'ai connu déjà dès la fac et j'ai fait beaucoup. J'ai abordé le transgénérationnel, moi, par les psychodrames, hein, tout au début, et puis les constellations familiales. Et après, bon, voilà, je me suis formée et je me suis formée au génogramme et j'ai approfondi le sujet pour pouvoir vous en parler aussi ce soir. Voilà. Donc, pourquoi l'hypnose aussi? Je vous en parle rapidement parce qu'elle vient comme un outil pour le transgénérationnel dans notamment les voyages que je fais dans les lignées. Quand on a quelques questionnements, quelques ombres sur les lignées qu'on ne retrouve pas par le génogramme ou par les histoires familiales, on peut aller faire un voyage dans les lignées, la lignée du père, de la mère, voilà. Alors, je suis très heureuse qu'Odile soit là ce soir. Je l'ai rencontrée dans une formation d'énergétique et on continue toutes les deux à le pratiquer. Et vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis très heureuse qu'elle soit là. Merci Véronique. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a préparé un sondage. Si le sondage veut bien se lancer, pour savoir qui est dans la salle, en fait, et ce qui vous amène notamment. Est-ce que c'est affiché, le sondage? Moi, je le vois. Hein. Ok, super. Donc, du coup, si vous pouvez prendre une petite minute, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à ce webinaire? Donc, il y a plusieurs choix possibles. Hein. Vous pouvez y répondre la curiosité, votre intérêt pour cette thématique, l'envie d'apprendre, le plaisir de nous revoir et de nous découvrir. Donc, vous pouvez voter. Deuxième question, qu'est-ce qui vous intéresse dans le transgénérationnel? Donc, mieux connaître le thème, vous aider à faire un travail de développement personnel, pouvoir aider des clients sur ce sujet, pouvoir poser des questions précises. Et la troisième question, c'est pour nous avoir une idée de quel est votre niveau d'information. Est-ce que vous n'avez aucune information ou vous n'y êtes pas encore intéressé? Est-ce que vous avez quelques notions ou est-ce que vous maîtrisez déjà bien le sujet? Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez répondre. Ensuite, donc, on va regarder les résultats de ce sondage et Véronique nous fera une explication pendant quelques temps de ce qu'est le transgénérationnel et de sa façon de le traiter. Et puis, elle nous proposera aussi une méditation à la fin. Et bien entendu, vous pourrez poser des questions dans questions-réponses, du coup, puisque ça ne marche pas dans la discussion. Alors, donc là, je vois que vous êtes un certain nombre à avoir participé. Est-ce que quelqu'un a encore envie de participer? Non, c'est bon? Eh bien, alors, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire à ce webinaire? Donc, la première réponse, c'est votre intérêt pour cette thématique. Super, ça tombe bien. L'envie d'apprendre, je crois que c'est un petit peu propre à chacun de nous. On a tous envie d'apprendre, la curiosité et puis le plaisir de nous revoir et de nous découvrir. Donc, merci beaucoup de vos réponses. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le transgénérationnel? Mieux connaître le thème, ok, donc c'est de l'approfondissement. Vous aider à faire un travail de développement personnel pour 64%, donc c'est important aussi. Pouvoir aider des clients sur le sujet, donc on a quelques thérapeutes dans la salle, je pense, Véronique. Oui. Poser des questions précises.
Tu veux rajouter quelque chose ou je continue? Oui, par contre, c'est intéressant que par rapport aux thérapeutes, je voulais dire, parce qu'il y aura des formations spécifiques aussi pour eux. Oui, donc, OK, parce que Véronique forme aussi, effectivement. Et alors, troisième question, quel est votre niveau de connaissance sur le transgénérationnel? On a 36% des personnes qui n'ont pas de connaissances, Véronique. 60% qui ont des notions et 4% qui s'est déjà formé. Donc, il y a déjà une personne qui s'est déjà formée. Et Alors, pour les 36% qui n'ont pas de connaissances particulières, s'il y a des choses à préciser, qu'elles n'hésitent pas, hein, je le voilà. préciserai. Hein, donc, je vais te poser des questions si jamais j'ai l'impression qu'on peut apporter plus d'explications. Mais avant de passer les slides, puisqu'il y a quelques slides que tu as préparés, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le transgénérationnel, Véronique? Oui, bien sûr, c'est l'influence des ancêtres sur notre vie et cette influence est reconnue. D'ailleurs, il y a une personne qui a fait un très beau travail, un travail remarquable là-dessus, c'est Anne Ancelin Scheuzenberger, et celle qui a inventé d'ailleurs le terme psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie a été créée à partir de la psychologie clinique et elle s'appuie aussi sur la psychanalyse, mais ça, j'y reviendrai après parce que les premiers aussi à avoir traité le sujet et avoir parlé de crypte, hein, je vous expliquerai le terme tout à l'heure, c'est Nicolas Abraham et Maria Torok. D'accord. Alors, dans la psychanalyse, les apports importants ont été aussi les apports de Jung avec l'inconscient collectif. Alors, c'est très important, notamment moi, quand je pars en voyage avec les personnes ou même dans les rêves, hein, parce que je suis formée aussi pour analyser les rêves, quand les gens rêvent de maison ou qu'on se retrouve dans une maison au niveau de l'hypnose. Ça dépend de la maison, ça peut être la maison du corps, mais ça peut aussi être la maison transgénérationnelle, hein, avec la façon dont les ancêtres habitent notre maison. Qu'est-ce que tu appelles un voyage, Véronique? Parce que là, Alors oui, pardon, un voyage sous hypnose, c'est-à-dire qu'on descend en hypnose. Et là, souvent, moi, c'est voilà, à l'aide, par exemple, les gens descendent à l'aide d'une racine, par exemple, ils se trouvent dans un endroit. Là, je leur demande où ils se trouvent. Et parfois, eh ben, ils avancent sur un chemin et il y a une maison. Ou alors, parfois, la maison est induite. Hein, quand on veut aller voir quelque chose de la maison du corps, voilà, ils arrivent, il y a un petit chemin, on arrive devant une maison, ils la décrivent à l'extérieur, à l'intérieur. Et parfois, cette maison n'est pas forcément la maison du corps, mais ça peut être la maison aussi des ancêtres, notamment quand on descend à la cave et qu'il y a des présences et qui est là, qui habite, et voilà. Hein. donc, tu utilises des voyages pour aussi explorer le transgénérationnel. C'est ça que tu nous dis? Tout à fait. Et ça peut aussi se faire en rêve. Moi, je me souviens d'un rêve d'il y a très longtemps où je suis arrivée dans une maison comme ça, dans un sous-sol très archaïque et j'étais dans la préhistoire. Hein. La préhistoire, c'est ce qui est avant notre histoire. Donc, voilà, hein, c'est aussi l'histoire personnelle. OK. Bon, bah, écoute, je te propose de passer le premier slide que tu avais prévu. Oui, tout à fait. Donc, je vais partager l'écran. Toc. Alors, pourquoi aller déterrer le passé? À quoi ça sert? Hein? Il y a plusieurs réponses, on entend plusieurs choses d'ailleurs. Moi, souvent, on me dit, mais à quoi ça sert de résoudre les conflits du passé? On en a bien assez dans le présent. On a bien assez à faire. Laissons le passé au passé, ça ne nous concerne pas. Voilà, on vit l'instant présent, c'est déjà assez compliqué. Alors, j'ai assez à faire avec moi aussi, j'entends, voilà, j'ai assez à faire avec mes soucis et mes ancêtres, ben, c'est du passé, ils sont tous morts, ça ne me concerne pas. Alors, la prochaine photo, voilà, vous explique pourquoi. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris une phrase de Jung que je trouve extrêmement intéressante. Tout ce qui ne remonte pas en conscience revient en destin. Et vous avez vu le destin, hein, quand vous prenez une telle vague dans le visage, voilà, ça réveille. Alors, je peux peut-être vous essayer de vous trouver un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire remonter en destin? Par exemple,
dans une famille, voilà, parce que c'est souvent moi ce que je rencontre dans mon cabinet, à un moment donné, donc la grand-mère, l'arrière-grand-mère, par exemple, a subi un viol, hein, où il y a des ramifications incestueuses. Ce qu'on retrouve dans ces arbres, c'est souvent ensuite des fausses couches, des enfants morts, de l'endométriose, des choses comme ça. Tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été travaillé, élaboré, revient sous une autre forme dans les générations suivantes. Et qu'on ne sait pas les actes qui se répètent, parce qu'il y a aussi de la répétition. Alors, du coup, j'en profite, on a oublié l'avertissement, on avait dit, oui. On va aborder un certain nombre de thématiques et elle va donner des exemples. Si vous vous sentez activé par un exemple, notez-le pour vous de façon à ce que l'esprit revienne dans le... Et puis, respirez, quoi, hein, parce que les exemples ne sont pas toujours très sympathiques. Voilà, puis ça peut vous renvoyer à vous-même. Alors après, il est possible aussi, parce que j'ai vu qu'il y a on connaît toutes les deux des personnes, et puis il y a la possibilité peut-être après, si vous ne vous sentez pas bien avec quelque chose que j'ai pu dire, de nous communiquer. Tu peux leur dire qu'il faut aller manger là. Alors, il y a encore un micro qui est ouvert. Je ne sais pas. Allez, vas-y, continue, Véronique. Voilà. Alors, à qui cela va-t-il profiter? Ça, c'est une bonne question, parce qu'on fait rarement les choses gratuitement. Alors, qu'est-ce qui va en résulter? Alors, les chamans, je ne sais pas si la phrase est là, mais les chamans disent que on libère... excusez-moi, parce que je n'arrive pas à retrouver la phrase. Voilà, que lorsque nous libérons des blessures de notre passé, nous libérons 7 générations passées et les 7 générations à venir. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on libère nos ancêtres, donc nos descendants, mais on libère aussi nos ascendants, nos enfants. Et on se libère aussi soi-même. Super. Alors, je crois que je ne suis plus sur l'écran. Tu vois le texte ou pas? Oui, je vois le texte. Alors, la crypte fantôme et l'enfant de remplacement. Donc, les premiers qui en parlent sont Maria Torok et Nicolas Abraham dans L'écorce et le noyau. Et je vais vous expliquer peut-être de quoi il s'agit au niveau de la crypte. Il parle de la crypte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça nous donne déjà l'image. Une crypte, c'est quelque chose de souterrain. Donc, il s'agit, voilà, donc eux, c'est un couple de psychanalystes et ils expliquent qu'en chacun de nous peut exister une crypte et un fantôme, une crypte où nous pouvons abriter un mort, un secret. C'est aussi le cas des enfants de remplacement qu'on verra plus tard, mais j'ai déjà à vous expliquer qu'est-ce qu'une crypte. Alors, il s'agit d'une crypte psychique, bien entendu, et la crypte, c'est un cas de deuil impossible. Alors, ça parle de l'inclusion d'un autre en soi, parce qu'on ne peut pas faire le deuil. Alors, quand la perte est impossible, ou quand c'est un secret inavouable et honteux qui lie les personnes. Par exemple, alors là, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est fort. Ça ne fait pas répétition, mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire, il y a une agression et l'agresseur meurt alors que l'agression est en cours. Ça, c'est souvent le cas, par exemple, si on prend un cas d'inceste et le père meurt en cas de... l'agression n'est pas terminée, ça, c'est sur des jours et des jours, et le père meurt. La culpabilité, du coup, chez l'enfant est décuplée et il va introjecter, il risque d'introjecter en lui cet agresseur. Il le porte à l'intérieur de lui dans une crypte et du coup, il y a un secret, parce que du coup, il n'y a pas de parole, ce n'est pas élaboré. Alors, pour la crypte, Nicolas Abraham, il donne un exemple un peu plus light que le mien. C'est l'exemple d'un garçon qui s'était mis à voler des soutiens-gorge à l'âge où sa sœur morte en aurait eu besoin. Donc, il avait aussi en lui, il portait cette sœur et il faisait en sorte qu'elle continue à vivre à travers lui. Ça peut arriver, on peut voir aussi à des moments une petite fille qui perd son frère et qui introjecte et qui du coup montre beaucoup de masculin, devient elle aussi un garçon, vit pour deux en quelque sorte.
Alors, en hypnose, c'est très intéressant parce que ça peut être très troublant pour l'hypnothérapeute, c'est que la voix de la personne peut changer quand un ancêtre s'exprime. Ça peut être même parfois une voix beaucoup plus masculine. Et l'ancêtre, à ce moment-là, il est comme à l'intérieur de la personne, il est comme inclus dans l'autre. Donc là, il y a besoin aussi de libérer, de le laisser partir, voilà. Ok, donc il y a une différence entre la crypte et le fantôme ou Oui, l'un ne va pas sans l'autre? tout à fait. Le fantôme, c'est lorsque les porteurs de crypte, donc ceux qui ont le trauma, en fait, ont des enfants. Alors là, ils peuvent ressentir ce que Nicolas Abraham aussi appelait un fantôme. Le fantôme, lui, il traverse les esprits par le chemin du transgénérationnel. C'est le drame familial, en fait, qui vient hanter l'enfant. Et c'est intéressant parce qu'il y a des enfants qui peuvent faire des dessins sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, moi, j'ai en mémoire le dessin d'un enfant qui dessine un immeuble et à un étage, il met le feu. Et du coup, on réfléchit, qu'est-ce qui a pu se passer à cet étage? Je crois que c'était la 7e génération, parce que bien sûr, pas d'informations. Et en remontant les choses, eh bien, en fait, c'était une histoire de pogrom qui avait tué une partie de la famille. Et lui, voilà, il le dessinait sans en avoir jamais entendu parler, parce que même les parents ne le savaient pas. Donc, le fantôme, il sort de la crypte, en fait, lui, il vient rappeler le secret, le non-dit, le deuil non fait. Et c'est important à ce moment-là de comprendre ce qui s'est joué. Par exemple, pour une histoire de fantôme, je vais vous raconter l'histoire d'une patiente en dépression totale depuis la naissance de sa fille. Tout lui fait peur à l'extérieur, elle ne quitte plus son lit. Et c'est à l'automne que ça se passe. Elle ne peut plus se lever le matin, c'est encore pire à l'automne. Donc, on cherche, on ne trouve pas, il y a des flous dans l'histoire de la mère. Et elle finit par apprendre que sa mère avait une fille avant elle et que cette fille est morte un jour de septembre et que c'est un secret. La mère ne l'a jamais dit à personne parce qu'en plus, c'était une histoire compliquée, c'était une fille légitime. Et en refusant de le dire, elle dit à sa fille, moi, je pensais emporter mon secret dans la tombe. Mais en fait, du coup, c'est la fille qui s'est retrouvée en contact avec le fantôme. D'accord, voilà, dis donc, Et alors, dans ton slide, tu parles d'enfant de remplacement. Oui, alors l'enfant de remplacement, alors ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'ai été infirmière avant et mon mémoire de l'école d'infirmière, de l'IFSI, c'était sur l'enfant de remplacement. Alors, moi, je vais vous donner un exemple d'un enfant de remplacement très connu qui est Vincent Van Gogh, qui est né, lui, le 30 mars, un 30 mars, jour pour jour, après la mort de son frère. Et son frère s'appelait comme lui, Vincent Willem. Donc, c'est-à-dire que les parents avaient donné les 2 premiers noms. Donc, cette histoire, elle a ressurgi parce que donc il y avait une crypte là qui était en lui. Et le fantôme, il est arrivé plus tard avec la naissance de Théo, pas de Théo, du fils de Théo qui s'appelait Vincent, qui est né le 30 janvier 1800, je crois, 90. Alors, attends, Et tu as parlé de Vincent Van Gogh, mais Théo, c'est qui? alors, Théo, c'est le frère, c'est le frère de Vincent. Alors, déjà, il y a quelque chose en cascade, c'est-à-dire que Vincent Van Gogh meurt le 29 juillet 1890. Et quelques temps avant est né, le 30 janvier 1890, un autre Vincent, qui est le fils de Théo. Et dans les hypothèses, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, à un moment donné, j'avais écrit un article sur cette histoire, c'est que quand il s'est coupé l'oreille, ça pouvait avoir un rapport avec ce Vincent qui était à nouveau mis au monde et qui résonnait avec tous les Vincents, c'est-à-dire celui qui était mort, lui, le fils de son frère. Et c'est un peu en cascade parce que après la mort de Vincent Van Gogh, donc le peintre cette fois-ci, Théo, son frère, meurt 6 mois après de la syphilis.
Et Vincent Van Gogh est mort 6 mois après la naissance de Vincent, le fils de Théo. Ah Donc, oui, il y a répétition des dates, c'est ça que tu veux il y a dire. répétition des dates tous les 6 mois. Alors, 6 mois, ça veut peut-être dire autre chose dans leur histoire. Après, voilà, je ne connais pas toute l'histoire. Mais il y a une répétition des dates et en plus une répétition des prénoms qui fait que, à un moment donné, Vincent Van Gogh il peut y avoir un retour du refoulé avec ce nouveau Vincent. D'accord, ok. Eh bien, dis donc. Alors, ce que je te propose, c'est d'avancer un petit peu. Oui. Et le suivant, c'était celui-là. Alors, si nous avions des ancêtres sombres, est-ce que ça vaudrait le coup de les aider? Eh bien, en fait, peut-être oui, parce que ça permet, par exemple, une histoire que je vais vous raconter, un homme commet des vols en série. Donc, il a de l'argent, mais il l'a d'une mauvaise façon. Ça peut aussi se trouver, ça, notamment, moi j'ai vu aussi une personne dont les ancêtres s'étaient enrichis sous Salazar, donc un dictateur au Portugal. Ce qui se passe après, dans cette famille, c'est des gens qui n'arrivent pas à garder l'argent. Et voilà. Et qui font des faillites aussi, parce que cet argent, il est relié à quelque chose de sombre dans la famille. C'est pareil là pour ce monsieur dont je parlais qui avait commis des vols et qui a été emprisonné. Son fils, ensuite, un de ses fils est devenu gendarme, par exemple, donc a ramené de la loi. Et c'est quelques générations après, je crois que c'est la 3e génération, le petit-fils, lui, parce que tout le monde s'était salarié, il n'y avait plus personne qui montait des entreprises, et le petit-fils, lui, entreprend de monter une entreprise. Et il fait faillite. Et là, il commence à se poser des questions, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'argent, pour moi, est sale? Pourquoi je ne peux pas gagner d'argent? Et c'est en libérant son ancêtre, en comprenant ce qui s'est passé, que lui peut maintenant remonter une entreprise et accepter de gagner de l'argent. D'accord. Il y a une personne qui pose la question, Aude, que signifient les ancêtres sombres pour toi? Alors, les ancêtres sombres, c'est ceux qui, ne nous plaisent pas trop parce que soit ils ont commis des choses, notamment les agresseurs. C'est pas des ancêtres qu'on a envie d'avoir, mais en même temps, c'est aussi ceux qui ont besoin d'être libérés. Et puis, ce qui est aussi important de savoir, c'est que souvent un agresseur a été agressé, donc ça remonte le fil et ça permet aussi ça demande aussi une grande force de puissance de pardon ou d'amour de l'autre à un moment donné, parce que c'est pas si facile. Mais moi, je vous invite, alors c'est pas sur les ancêtres, mais pour aider à comprendre aussi qu'un agresseur a pu être agressé et puis essayer de comprendre aussi ce qui peut se jouer chez l'autre, de sa peur, voilà. Il y a un très beau film qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, je crois que c'est ça, Odile. Oui, Et oui. vraiment, je vous invite à le voir parce que ça aide aussi à la compassion. Alors, attention, l'acte, il est meurtrier, ça c'est sûr. Mais la personne, c'est dissocier l'acte de la personne. Comprendre, ça ne veut pas dire trouver ça normal, ou voilà, mais ça aide à pouvoir avancer soi-même. Oui, oui. Super. Alors, je vais partager la slide d'après pour qu'on avance un peu parce que je vois qu'il est… Oui. Alors, à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert de mettre de la lumière dans notre arbre? Eh bien, ça nous sert à nous, déjà, parce que quand on comprend ce qui s'est passé et qu'on se dit, voilà, bon, mes ancêtres ont fait telle chose, mais moi, je remets de la lumière, ça permet de réparer aussi. Moi, j'ai connu il y a très longtemps une dame qui avait des enfants de pères différents et à chaque fois, les pères étaient étrangers. C'était important pour elle, voilà. Et un jour, elle a compris, c'était une femme adoptée.
Et en recherchant dans ses origines, en allant chercher son dossier, elle a vu que, alors c'est il y a très longtemps, son père était un nazi. Donc malgré elle, sans le savoir, elle réparait. Et c'est important de réparer pour les générations suivantes. Parce que du coup, ça met de la lumière aussi chez nos enfants. Hein. Et ça, c'est important. Ça leur donne un chemin beaucoup plus facile, plus lumineux. Ça les aide aussi. Et cette personne-là, le fait de comprendre ça, est-ce que ça suffit à réparer, à remettre de la lumière? Alors, elle réparait sans le savoir. Elle réparait déjà sans le savoir. Et quand elle l'a su, alors ça a été compliqué parce qu'il y a eu toute cette haine qu'elle avait contre son père parce que du coup, elle était vraiment à l'opposé. Et puis petit à petit, elle a pu se dire que voilà, elle venait de ce père-là, mais qu'elle n'était pas ce père-là. Et que voilà, lui, il avait fait son chemin et que voilà. Mais là, c'est encore plus compliqué parce que ça n'implique pas qu'elle, c'est-à-dire l'agression n'était pas que contre elle, elle était contre tout un peuple, c'est différent. Alors, tu veux aborder transgénérationnel et liens karmiques? Oui, alors vite, parce que je pense que tout le monde n'est pas branché karmique, mais bon, voilà. Si on part de l'hypothèse qu'on revient de vie en vie, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Alors, dans ce cas, on choisirait un arbre généalogique, une famille qui nous aiderait à réaliser notre mission de vie. Il y a une personne qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Anne de Ligné et qui travaille aussi ce thème-là. Alors, c'est arrivé. Comment c'est arrivé cette histoire de régression dans les vies antérieures? Parce que c'est pas un truc, c'est pas un truc fou. C'est par exemple Brian Weiss, qui est psychiatre, qui a commencé à faire de l'hypnose. C'est les gens qui ont fait de l'hypnose en fait, mais ce sont des psychiatres au début, je le précise bien. Et lui, il explique dans De nombreuses vies de nombreux maîtres, qui est un livre, l'histoire véritable de sa jeune patiente et des découvertes qu'ils ont fait ensemble. Il est très sceptique au début parce qu'il demande à sa patiente de revenir, comme beaucoup d'hypnothérapeutes ont fait, et il faut encore, de revenir à l'origine du problème. Et là, elle fait émerger des souvenirs de vie antérieure qui semblent en fait détenir la clé de ses cauchemars et de ses angoisses, parce qu'après ça, elle n'a plus de cauchemars et plus d'angoisse. Donc ça, c'est une piste intéressante. Et ça permet aussi de se dire, si on travaille sur les deux niveaux, pourquoi on a choisi cette lignée, pourquoi il y a des lieux qui nous rappellent des choses, pourquoi il y a des métiers qu'on fait comme ça et qui nous parlent dès la naissance, dès qu'on est petit. Voilà. Et en fait, en tant qu'hypnothérapeute, on peut penser que les ancêtres nous aident à traverser aussi notre karma et ils nous permettent aussi de grandir, d'évoluer. Puisque les schémas, vous le remarquez dans votre vie, les schémas, les répétitions, elles se poursuivent en fait jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. Ce n'est pas des punitions. Il y a des gens qui disent « Ah, je suis puni, j'arrête pas de répéter ». Non, c'est qu'on répète des choses pour les comprendre et pour s'en détacher, pour s'en libérer. D'accord. Donc là, j'ai affiché. Il faut donc travailler à plusieurs niveaux. Voilà. Alors, au niveau conscient, qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui? Comment régler le problème? D'où il vient ce problème? Pourquoi, par exemple, on tombe toujours sur les mêmes hommes dans toutes les mêmes relations? Après, à un niveau inconscient, donc ça, c'est l'histoire de l'analyse. Pourquoi les choses se passent ainsi? Et c'est analyser et comprendre. Pourquoi on répète? Qu'est-ce qu'on répète? Et puis, au niveau transgénérationnel, quelle est l'histoire de mes ancêtres? Quelles croyances, quels mythes ils m'ont transmis consciemment et inconsciemment? Et qu'est-ce que je crois? Et puis au niveau karmique, alors quels sont les nœuds karmiques que je ramène d'autres vies et comment cela va impacter mes relations avec les autres? Alors, le passé n'est jamais que des données, je ne vois que l'avenir. Alors ça, j'ai voulu vous prendre cette phrase-là parce que c'est Ayrton Senna
Et on sait qu'Ayrton Senna, quand même, est mort dans un accident. Et parfois, les accidents, c'est un retour du refoulé. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand je faisais mes études, il y a un homme, par exemple, un homme qui avait une situation très difficile à vivre. Déjà, il était au bord du divorce, il ne savait pas trop, il avait une compagne et une maîtresse, il ne savait pas qui choisir. Il était en train de faire faillite dans son entreprise. Il ne savait pas comment sortir de cette situation. Et un soir, eh ben, il a eu un accident de voiture et il est mort. On peut rapprocher ça de l'histoire de Camus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Camus, quand il remonte en voiture avec Gallimard, Gallimard, déjà là, il va prendre le pouvoir il va lui-même, il est prêt à mettre en place une nouvelle maison d'édition. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour lui, et puis Camus, lui, il est un peu il n'est pas un peu, il est entre deux femmes, hein, il n'a pas de choix, il n'a pas fait de choix, et il vient de terminer son livre. Donc voilà, il se passe des choses comme ça, des retours du refoulé, des fois aussi dans les maladies. Alors ça, on a vu ça aussi au moment de la Shoah, hein, parce que il y a des gens qui n'ont pas parlé de ce qui s'est passé pour eux. Et puis bon, dans la troisième génération, on trouve des troubles. Et notamment, il peut y avoir des problèmes d'asthme. On a vu au moment du Covid des personnes dont des ancêtres étaient morts dans les camps, qui ont eu des gros problèmes de respiration sans avoir le Covid, par exemple. Hein. Voilà, des choses comme ça, hein, des retours du refoulé. Alors, ça, c'est Winston Churchill et je suis plus d'accord avec cette phrase. Hein. Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Hein, et plus vous serez mieux dans votre présent aussi. Alors, j'ai mis un exemple de génogramme hein, pour que vous compreniez un peu comment ça peut se passer. Alors, on travaille ce transgénérationnel avec le génogramme. C'est-à-dire, on va rechercher hein, ce qui s'est passé. Alors, avec les dates, mais les dates ne sont pas forcément importantes. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Par contre, il y a quelques dates qu'il faut connaître. Notamment, vous voyez, par exemple, là, il y a dans la génération au-dessus, alors les IVG, on les note comme ça, hein, il y a un IVG, et puis il y a un petit garçon, Pierre, qui meurt à 6 mois le 10 janvier. Voilà. Et ben, par exemple, on voit dans la génération suivante, il y a une fausse couche, un 3 janvier. Hein. On voit par exemple qu'il s'appelait Pierre, on voit une Marie-Pierre hein, qui arrive là, ou une Pierrette un peu plus haut, hein, qui vient juste après et qui est enfant de remplacement, puisqu'elle porte son prénom. Dans le génogramme, on va aussi noter les liens, parce que c'est un arbre généalogique, mais augmenté des liens et de tout ce qu'on connaît, des métiers, des anecdotes familiales, des mythes familiaux, des croyances. Et là, par exemple, vous voyez, Pierrette est la fille qui suit, parce que voilà, les garçons sont notés avec des carrés, les filles, on les note avec des ronds. On peut faire ce qu'on veut à condition qu'on est… C'est comme une carte, hein. Donc, il faut bien savoir ce qu'on indique. Voilà. Alors là, c'est très rouge, c'est une relation conflictuelle. Hein. Donc Pierrette aura une relation conflictuelle avec sa sœur. Là, on retrouve cette relation conflictuelle dans le couple, dans les frères et sœurs, là, plutôt. Hein. Et là, c'est un garçon et une fille. Et puis là, dans les couples, alors, quand il y a une ligne discontinue comme ça, bleue, cette ligne discontinue, c'est l'indifférence plutôt. Hein. Donc, c'est la relation, ce couple était plutôt indifférent. Et puis là, cette ligne verte avec un rond au milieu, c'est une histoire d'amour. Vous voyez, donc on voit avec le génogramme, on arrive à voir ce qui se passe. Alors vous allez me dire, on ne connaît pas toujours ses ancêtres. Non, mais il y a des choses qui nous renseignent. Les archives départementales peuvent nous renseigner. Il y a aussi des sites hein, comme Ancestry et des choses comme ça où on peut rechercher. Et puis, ce qui nous aide aussi, ce sont les livrets militaires.
Alors, les livrets militaires, c'est une vraie ressource parce qu'on apprend des choses. Moi, par exemple, je vais vous donner une anecdote. J'ai un grand-père. On racontait une histoire dans ma famille et je me suis toujours dit que c'était une grosse blague parce qu'on disait qu'il avait une balle à Verdun ou au chemin des Dames, je ne sais même plus à quel endroit, mais pendant la guerre de 14, qui était entrée dans son œil et ressortie par sa bouche. Alors moi, je me disais, bon, il avait beau avoir un œil de verre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, dans le livret militaire, j'ai compris ce que je n'avais même pas compris avant, c'est que mon grand-père était une gueule cassée. Voilà. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, il faut aussi aller chercher tous les moments d'épidémie. Vous voyez, ceux qui sont morts pendant la grippe espagnole. Tout ce qui s'est passé au moment de l'esclavage, les guerres, enfin voilà. Et tout ça nous donne des informations. Parce que, bien entendu, à ces moments-là, il y a eu des drames dans les familles. Hein. Donc, ça nous aide à reconstituer. Les enfants morts aussi, hein, on va aller chercher sur les arbres. Vous voyez, les fausses couches, voilà, tout est important. Alors, Véronique, du coup, on va prendre quelques questions. Je vais les prendre à l'envers. Qu'est-ce que le retour du refoulé? Alors, le retour du refoulé, c'est quelque chose qu'on a refoulé en soi, qu'on a un peu nié, c'est-à-dire ça n'existe pas, et d'un seul coup, ça ressort sous une forme. Hein. Donc, par exemple, on a complètement… vous voyez, par exemple, on peut avoir complètement nié une histoire dans la famille. Hein. Ne plus se rappeler, par exemple, deux sœurs qui ont eu une rivalité, qui se sont séparées, et puis on a complètement refoulé cette histoire parce qu'elle a été un drame dans la famille. Et par exemple, ça va ressurgir dans nos relations professionnelles. Voilà, on va se retrouver face à une femme, on ne va pas comprendre ce qui se passe, mais il va y avoir un énorme conflit, hein, parce qu'on va rejouer ce qui a été étouffé dans la famille. Et on le remet voilà, malgré nous, hein, c'est-à-dire que c'est complètement inconscient. Mais c'est pour le réparer et voilà, ça sert à ça en fait. Merci Véronique. Alors, est-ce que Marilyn demandait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un lien entre ancêtre sombre et l'ombre chez Jung? Ah non, non, pas du tout, parce que l'ombre chez Jung, c'est plutôt du côté notre ombre personnelle. Hein, c'est pas une histoire d'ancêtre. Oui, oui. Et Leïla demandait, et lorsqu'on rêve de nettoyer certains murs de la maison, alors on est un peu en décalage, mais c'est quand au début tu parlais des rêves. Oui. Donc du coup… Alors, ça dépend, faut qu'il y ait un peu le rêve plus en entier. Nettoyer certains murs, ça dépend de la pièce. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a sur les murs aussi, c'est important. Donc, un rêve, ça s'analyse entièrement. Et avec quelqu'un aussi, avec les couleurs, avec… oui, la pièce, c'est important aussi, dans quelle pièce vous êtes. Hein, et qu'est-ce qu'il y a vraiment sur les murs, qu'est-ce qui se passe. D'accord. Et alors, la première question qu'on avait, auquel on n'a pas répondu, c'est est-ce que la psychogénéalogie et la psychologie transgénérationnelle sont la même chose? Oui, excusez-moi, c'est pareil. Non, mais je reprends quand même parce qu'il y avait quelques questions. Oui. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il vous reste des questions? Parce que Véronique va nous proposer une petite méditation d'environ 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps, on ne vous en voudra pas si vous nous quittez. Mais là, donc, Véronique, tu vas nous proposer la méditation de l'arbre, c'est ça? C'est ça. C'est ce que je fais dans mes formations. Mais là, je vais vous le faire un peu plus réduit, hein, et plus en méditation qu'en hypnose, parce qu'on ne va pas vous mettre en hypnose à travers un écran. Voilà. D'accord. Donc, du coup, je vérifie s'il y a encore une ou deux questions. Et puis, a priori, non. Donc, vas-y, Véronique. Et je vois une main levée, non, Jeannette, c'est exprès? Moi, je regarde les questions, tu sais, là. D'accord. Donc, Non, c'était tout à l'heure. D'accord, parce que je vois que… Oui. Ok, bon, j'y vais alors. Oui. Alors, je vérifie juste que tout le monde a fermé son… Allez, vas-y, c'est bon. Alors, installez-vous confortablement. Posez bien les pieds au sol. Les mains sont sur vos genoux ou sur votre ventre, si vous préférez.
Vous laissez votre corps se détendre, vous êtes en sécurité. Et là, sous vos pieds, vous allez imaginer qu'il vous pousse des racines, des belles racines qui poussent sous vos pieds, qui descendent tranquillement vers le centre de la Terre. Et là, au centre de la Terre, il y a un lac, un magnifique lac de lumière dorée. Et vos racines vont plonger dans ce lac de lumière dorée, une lumière bienfaisante, agréable, une belle lumière. Et petit à petit, cette lumière dorée, apaisante, bienfaisante, remonte le long de vos racines. Elle éclaire vos racines. Elle remonte le long de vos jambes, de vos mollets, de vos genoux. Elle arrive jusqu'à vos cuisses et jusqu'à votre premier chakra. Et ce chakra est rouge, il s'allume comme un beau rubis rouge qui s'éclaire. Et ce beau rubis rouge vous reconnecte à votre terre, à votre matérialité, à votre sexualité, à votre vie. Puis la lumière dorée remonte tranquillement au niveau de votre deuxième chakra, près du nombril, et une magnifique lumière orange remplit votre ventre. Puis la lumière dorée continue à monter jusqu'à votre plexus. Et là, c'est une lumière jaune, comme un soleil en plein midi, qui éclaire tout votre plexus. La lumière dorée continue à remonter dans vos mains, dans vos bras. Elle atteint votre cœur. Et là, au milieu de votre cœur, il y a une belle émeraude verte qui s'ouvre et qui accueille. Votre cœur s'ouvre et accueille. Et cette belle lumière dorée continue à monter. Elle atteint votre gorge. Et là, c'est un ciel d'été, un beau ciel bleu. Et votre gorge se libère. Il n'y a plus à se taire. La parole est claire, limpide. La belle lumière dorée continue son chemin et atteint votre conscience et rejoint une belle améthyste sur votre front, entre vos deux yeux. Et cette améthyste, c'est votre conscience, l'ouverture de votre conscience. Cette belle lumière dorée remonte et sort par votre chakra couronne, le haut de votre tête, et vous enveloppe. Vous êtes dans une magnifique bulle dorée, en toute sécurité, dans une bulle bienfaisante et apaisante. Et là, vous allez tranquillement vous déplacer. Et devant vous, il y a un chemin, un magnifique chemin. Alors peut-être est-ce un chemin de terre, peut-être est-ce un chemin goudronné, peut-être qu'il y a des petits cailloux, peut-être il y a du sable, comme vous le souhaitez. Vous avancez sur ce chemin, il fait beau, le soleil brille, vous entendez peut-être des oiseaux. Et là, vous arrivez à une clairière, une magnifique clairière. Le soleil joue entre les feuilles. Et vous, devant vous, vous voyez un arbre. Un arbre se présente à vous. C'est votre arbre. Regardez-le. Comment est son tronc? Est-ce qu'il est gros? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est bien ancré dans le sol? De quelle couleur est son tronc? Regardez ses branches. Est-ce qu'il y a des feuilles? Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a des fruits? C'est votre arbre. Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez le toucher, sentir la rugosité ou la douceur du tronc sous vos mains. Et puis, quand vous avez fait sa connaissance, vous pouvez vous présenter à lui demander qui il est,
Quelle sorte d'arbre c'est? Et vous allez tranquillement reculer de quelques pas. Et en face de lui, vous allez lui envoyer de la lumière et de l'amour. Toute la lumière et tout l'amour que vous avez en vous, vous l'envoyez sur votre arbre. Et peut-être que vous voyez qu'il change. Peut-être qu'il y a plus de feuilles. Peut-être que les feuilles sont plus vertes. Peut-être que les fruits apparaissent. Peut-être qu'il y a des fleurs. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Restez en communion avec cet arbre. Et quand vous en aurez besoin, avant de vous endormir, vous pourrez le retrouver. Tranquillement, vous allez reprendre le chemin que vous avez pris. Tranquillement, quand vous êtes prêt. Et regardez autour de vous. Peut-être même que ce chemin a changé. Peut-être qu'il y a d'autres choses sur le sol. Peut-être que vous allez trouver des trésors déposés là. Observez autour de vous. Et tranquillement, relié à votre cœur, vous laissez venir ce qui vient en vous. Peut-être y a-t-il un message de votre arbre pour vous. Alors s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, ça peut aussi venir plus tard. Tranquillement, vous redescendez en vous-même, dans votre corps. Vous sentez bien vos pieds sur le sol, vos mains sur vos genoux, sur votre ventre. Vous êtes à nouveau bien présent, ici et maintenant. Et tranquillement, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Waouh! Ça va, Odile? C'était un beau voyage, hein? Oui, j'espère que vous avez tous fait un beau voyage. Vous pouvez nous dire, hein, si vous voulez, vos réactions. Oui. Et donc, il y a une question qui est arrivée. Comment démarrer une analyse transgénérationnelle? Cela peut-il être effectué sans thérapeute? Ah, alors non. Déjà, dans analyse, automatiquement, il y a un analyste. Alors moi, ce que je conseille, il y a des stages, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est déjà d'avoir fait un travail sur vous. La structure, vraiment, c'est le travail sur vous. Et après, eh ben, vous pouvez aller à la rencontre du transgénérationnel avec un thérapeute, hein, bien sûr. Alors, moi, je sais que j'avais commencé avec un bouquin quand même, hein. C'est-à-dire, j'avais acheté un livre et il me semble bien que c'est Anne Schutzmann. Oui, ça c'est possible, mais ça ne va pas faire le travail, parce que toi aussi, tu as fait un travail sur toi avant, Odile. Oui. Donc, hein, voilà, le livre. Mais c'est vrai, vous pouvez lire des livres. Il y a Aïe mes aïeux, hein, notamment. Il est très, très bien, ce livre. Ouais. Je cherche là parce que j'ai ma bibliothèque à ma droite, là, mais je ne le trouve pas. Mais il y a un livre qui… J'avais trouvé un livre avec plein de questions à se poser pour aller chercher de l'information, en fait, pour la collecte d'informations. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'il y a tout. Si vous voulez faire un génogramme, ça, le génogramme, vous pouvez le faire. Votre arbre transgénérationnel, vous pouvez le faire. Mais c'est toujours mieux de pouvoir échanger avec quelqu'un pour voir des choses, parce qu'il y a des choses qui ne nous apparaissent pas forcément, hein. Et puis, les archives départementales, c'est intéressant aussi parce que vous allez apprendre aussi des choses, hein. Et il y a Leïla qui te demande dans quelle ville tu exerces. Colombes, je suis à Colombes. Elle exerce à Colombes. C'est un programme. Voilà. Alors, attends. Pour ceux qui seraient intéressés, donc, Véronique propose des journées où elle fait des guidages. Hein, enfin, oui, c'est des mini-stages, en fait. Hein, c'est, voilà, sur 2 jours. Un exemple de ce qu'elle propose, donc voilà. C'est le prochain stage qui a lieu en juin, il me semble. C'est en juin, celui-là. Alors, il y a 2 dimanches différents. Je crois que c'est le 18 et le 25 juin. Hein. Voilà. Donc, du coup, si ça vous intéresse, dans tous les cas, on va vous envoyer le PowerPoint. Vous retrouverez le programme sur le PowerPoint. Et puis, donc voilà, c'est le 18 et le 25 juin. Le lieu, c'est à Bois-Colombes. C'est chez Zendo, qui est un lieu très, très, très cocooning. Voilà.
Et donc, du coup, c'est 150 € par jour. Donc, du coup, 300 €, c'est ça, Véronique? C'est ça, voilà, pour les 2 jours. Et vous pouvez vous inscrire auprès de Véronique. Voilà, et pour les thérapeutes, ils peuvent se faire connaître parce que c'est une autre formation, hein. On ira plus dans des choses, voilà, puisqu'ils auront déjà pas mal de théories, et on ira plus dans ce genre de choses. Et tu as un site web où on peut… Oui, j'ai un site web, véroniquemarchizet.fr. Voilà. D'accord, super. Donc, il y a un site web. Alors, je regarde du coup s'il y a d'autres questions. Merci, 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 merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.